Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. San Francisco, hiver 2003. Le vent fouettait les vitres comme une main invisible pressée de secouer le monde. La pluie tombait sans relâche, noyant les avenues dans une brume grise. Là-haut, au 48e étage d'une tour de verre sur Market Street, un homme se tenait seul, immobile, face à une baie vitrée qui dominait la ville. Benjamin Whitmore, 49 ans, PDG de Whitmore Technologies, ne voyait ni la ville, ni la pluie. Il voyait un vide. Immense. Innommable. Le bureau était vaste, décoré de manière minimaliste, presque clinique, acier, cuir, verre. Pas une photo. Pas un tableau. Rien d'humain. Seulement des trophées sur une étagère, prix d'innovation, couverture de magazine, distinction honorifique. L'arrogance du succès étalée sous une lumière froide. Mais ce soir-là, tout semblait lointain. Comme si l'homme le plus puissant de la Silicon Valley n'était qu'une ombre dans son propre royaume. Il se versa un verre de bourbon. Le liquide ambré vibra dans la coupe, reflet de son trouble. Depuis 5 ans, Benjamin vivait dans une sorte de coma émotionnel. Depuis la mort de Laura, son épouse, dans un banal accident de voiture à quelques rues d'ici. Elle était tout ce qu'il n'était pas, rieuse, spontanée, lumineuse. Sa mort avait tout aspiré. Même la couleur de sa vie. Il n'avait pas eu d'enfant. Trop de travail. Trop de projets. Il se disait qu'un jour, peut-être. Un jour qui n'était jamais venu. À 49 ans, il avait bâti un empire. Mais il ne restait personne pour l'Y accueillir. Quelques jours plus tard, un courrier de son assistante atterrit sur son bureau. Inauguration centre pour enfants défavorisés Auckland. Vendredi 9h. Il fronça les sourcils. Une œuvre caritative soutenue par l'entreprise. Encore une formalité. Le vendredi matin, la pluie tombait encore, têtue, comme pour laver une ville qui n'avait jamais le temps de pleurer. Benjamin monta dans sa voiture avec une résignation muette, bien décidé à repartir au bout de 10 minutes, comme toujours. Le bâtiment était modeste, caché entre un supermarché délabré et un parking trempé. Le hall sentait la peinture fraîche et le café réchauffé. Des enfants couraient, riaient, pleuraient, criaient. Trop de bruit. Trop de vie. Benjamin serra la mâchoire. Il salua poliment quelques bénévoles, prit un micro, improvisa un discours fade. Investir dans l'avenir, c'est investir dans nos enfants. Merci à tous. Applaudissements polis. Puis, il s'apprêta à partir. C'est alors qu'il la vit. Une petite fille assise seule dans un coin, ses jambes croisées, les doigts posés sur un petit jouet cassé. Elle ne leva pas la tête quand il passa. À côté d'elle, une autre fillette, identique à la première, berçait une vieille poupée en chiffon, la tête penchée, comme dans une prière silencieuse. Elles avaient environ 7 ans. Des cheveux bruns attachés avec des élastiques usés. Une fragilité presque irréelle, comme 2 statuettes de porcelaine oubliées sur une étagère. Il s'arrêta. Intrigué. Une jeune bénévole, surprise de le voir s'attarder, s'approcha à voix basse. Ce sont Grace et Abigail. Jumelles. Aveugles de naissance. Elles ont été abandonnées devant une église, emmaillotées dans une couverture avec leurs prénoms cousus. Depuis, elles sont là. Elles ne parlent presque jamais. Et personne ne veut d'elles. Benjamin resta figé. Il observa leurs gestes. L'une chantonnait très bas, une mélodie sans parole, un murmure pour conjurer le vide. L'autre serrait sa poupée comme un talisman. Aucune ne réclamait d'attention. Elles n'exigeaient rien. Elles étaient. Et c'était déjà beaucoup. Sans réfléchir, comme guidé par une force plus grande que lui, il s'accroupit devant elles. Bonjour. Vous aimez la musique? Grace tourna légèrement la tête, comme si elle devinait la couleur de sa voix. Un sourire fragile étira ses lèvres. Abigail, elle, ne répondit pas. Mais ses doigts se crispèrent doucement sur la poupée, comme pour dire oui. C'était un moment bref. Silencieux. Mais Benjamin le sentit, quelque chose s'était fissuré.
Ou peut-être réparé. Il ne savait plus. Il se releva lentement, son regard encore rivé sur elle. Qui est leur tuteur légal? Demanda-t-il brusquement. La bénévole haussa les sourcils, hésitante. Vous voulez faire un don? Non. Je veux les adopter. Le lendemain de cette rencontre bouleversante, Benjamin Whitmore fit ce qu'aucun de ses collaborateurs, ni même ses avocats, ne comprit. Il suspendit toutes ses obligations professionnelles, annula un contrat de plusieurs millions avec un groupe chinois, et appela personnellement les services sociaux. Je veux adopter Grace et Abigail. Ensemble. Et je ne veux pas d'un délai bureaucratique. Ses avocats, décontenancés, tentèrent de le dissuader. Monsieur Whitmore, vous êtes un homme seul, sans expérience parentale, et ces enfants ont des besoins spécifiques. C'est une lourde responsabilité. Et ça peut entacher votre image-ci. Mon image est la dernière chose que je veux sauver. C'est moi qu'elle sauve. Vous comprenez? Il signa les papiers en moins d'un mois, après avoir versé d'importants dons pour renforcer le programme d'adoption d'enfants handicapés dans la région. Les jumelles quittèrent le centre un matin d'avril, dans une voiture silencieuse, serrées l'une contre l'autre, leurs minuscules valises sur les genoux. Il transforma l'immense jardin en labyrinthe sensoriel, chemin de galets aux textures différentes, fontaines aux sons variés, arbres fruitiers pour que leurs doigts reconnaissent les saisons. Il leur offrit le seul luxe dont elles avaient réellement besoin, la lenteur, la sécurité, la présence. Les mois passèrent. Un jour, Grace posa ses mains sur le vieux piano à queue que Benjamin avait fait accorder. D'abord hésitante, elle retrouva la mélodie qu'elle chantait au foyer. Les notes tremblaient, maladroites, puis trouvèrent leur juste place. Abigail, de son côté, griffonnait des mots en braille sur des feuilles épaisses. Des fragments de sensations, de souvenirs flous. Des phrases comme des prières. Benjamin, chaque soir, lisait à voix haute, même s'il ne savait pas si elles écoutaient vraiment. Mais il continuait. Toujours. Et puis, un soir d'hiver, alors qu'il éteignait les lumières du couloir, une voix fragile s'éleva de la chambre. « Bonne nuit, Papa Ben. » Il s'arrêta. Figé. Les mots tombèrent sur lui comme une pluie chaude après un désert. Il entra dans son bureau et, pour la première fois depuis la mort de Laura, pleura. Longtemps. Sans honte. Les années filèrent. Les rires remplacèrent les silences. La maison vibrait enfin. Grace devint une pianiste virtuose, capable de reconnaître une composition rien qu'à l'écoute des premiers accords. Elle composait ses propres morceaux, sensibles, mélancoliques. Abigail écrivait des contes pour enfants non-voyants. Des histoires où les héros n'avaient pas besoin d'yeux pour être courageux. Elle les lisait à haute voix dans les hôpitaux, les bibliothèques, les écoles spécialisées. Elles avaient toujours leurs différences, mais une complicité indestructible. Benjamin, vieillissant, les regardait vivre avec une gratitude silencieuse. Elle ne lui devait rien. Et pourtant, elle lui avait tout donné, une renaissance. Le jour de leurs 18 ans, autour d'un gâteau à la vanille leur préféré, elles s'assirent face à lui, sérieuses. Grace parla la première. « Papa, on voudrait te dire quelque chose. » Benjamin sourit, même s'il devinait. « On veut partir. Pour New York. Le conservatoire de Manhattan m'a accepté, dit Grace. Et moi, j'ai une bourse pour une école de littérature spécialisée, ajouta Abigail. Un silence tomba. Il hocha doucement la tête. Le cœur en miettes, mais le regard fier. Vous êtes prête. Allez faire voir votre lumière au monde. Elles le serrèrent dans leurs bras. Pour la première fois, vraiment. Et le lendemain, elles partirent. Sans se retourner. Mais Benjamin resta longtemps debout dans le hall. À écouter l'écho de leurs pas. Le départ des jumelles avait laissé le manoir plus silencieux que jamais. Benjamin Whitmore, autrefois titan de la Silicon Valley, n'était plus qu'un vieil homme à la retraite, retiré de tous les conseils d'administration, refusant les interviews, les récompenses, les honneurs. Le manoir, vaste et vide, devenait peu à peu un mausolée de souvenirs. Chaque pièce portait la trace des filles. La salle de musique où résonnaient jadis les gammes hésitantes de Grace. La bibliothèque où Abigail lisait du bout des doigts des contes qu'elle inventait.
Le jardin sensoriel, désormais envahi par le lierre, où leurs rires d'enfants rebondissaient comme des lucioles dans la nuit. Mais aujourd'hui, tout cela n'était plus qu'un écho. Aucune lettre. Aucun appel. Rien. Les voisins chuchotaient. Elles sont parties pour de bon. C'est triste, mais prévisible. Il aurait dû adopter des enfants normaux. C'était un caprice de milliardaire. Rien de plus. Benjamin ne répondait jamais. Il se contentait de baisser les yeux, le regard voilé. Il ne défendait pas ses filles. Il ne défendait pas son choix. Il n'avait plus besoin de convaincre personne. Il attendait. Chaque année, le 16 juin, jour de leur départ, il sortait 2 lanternes en papier, les allumait dans le jardin au crépuscule, et restait là, seul, assis sur un banc, regardant les flammes vaciller dans la nuit. Il murmurait leurs noms. Grace. Abigail. Et puis il rentrait, sans bruit. 20 ans. Les saisons s'étaient succédé. Les cheveux de Benjamin étaient devenus blancs, ses gestes plus lents, ses silences plus lourds. Le personnel de maison avait vieilli avec lui, par fidélité plus que par obligation. Un matin de mars, alors qu'il buvait son café devant la fenêtre, une enveloppe en vélin épais fut déposée sur le plateau d'argent. Aucune adresse de retour. Juste ces mots, en braille et en lettres imprimées. Cher papa Ben. Une date. Un lieu. Tu comprendras. Viens si tu peux. Avec tout notre amour. G.A. Benjamin resta figé. Il relut la lettre, les mains tremblantes. 100 fois. Puis il se leva sans un mot, monta dans son bureau et ressortit un costume qu'il n'avait pas porté depuis des années. Il demanda à son infirmière de réserver un vol pour Los Angeles. Elle le regarda, confuse. Vous êtes sûr? Je ne suis plus sûre de rien. Mais je dois y aller. Le 12 mars, Los Angeles. Une salle de concert majestueuse, au cœur du quartier des Arts. À l'entrée, une file de spectateurs. Des jeunes, des personnes âgées, des enfants, certains non-voyants, guidés par des bénévoles. Sur les affiches dorées, en lettres capitales. L'harmonie de l'invisible. Un concert unique de Grace et Abigail Whitmore, artistes aveugles, lauréates du prix Kennedy de la culture humaniste. Lorsque Benjamin entra dans la salle, accompagné de son infirmière, un murmure parcourut le public. Quelques anciens le reconnurent, mais il ne vit personne. Il regardait seulement la scène, d'un regard fixe, tendu, bouleversé. Les lumières s'éteignirent. Le rideau s'ouvrit. Et là, sous un éclairage doux, 2 femmes apparurent. Grace, en robe noire, main posée sur un piano à queue, tête légèrement penchée. Abigail, debout à ses côtés, tenant un carnet en braille et un micro. Un silence de cathédrale s'installa. Grace joua les premières notes d'une mélodie qu'elle avait composée spécialement pour ce soir-là. Une musique pleine de silence, de montées hésitantes, de motifs répétés comme des battements de cœur. Puis Abigail prit la parole. Sa voix, claire, maîtrisée, enveloppa la salle. Il y a 20 ans, un homme a vu 2 cœurs, là où d'autres voyaient un fardeau. Il nous a appris à rêver, sans jamais nous montrer la pitié. Il a donné un nom à notre silence. Il est le seul père que nous avons jamais connu. Et ce soir, cette mélodie, cette histoire, c'est la sienne. Les larmes coulèrent sur les joues de Benjamin. Mais le plus bouleversant était encore à venir. Sous un tonnerre d'applaudissements, les 2 sœurs quittèrent la scène. Mais au lieu de saluer le public, elles descendirent les marches, lentement, guidées par la musique encore suspendue dans l'air, et se dirigèrent droit vers lui. Le public s'écarta. Une allée se forma. Arrivées devant Benjamin, elles s'agenouillèrent, l'une à sa gauche, l'autre à sa droite. Comme des enfants retrouvant leur port d'attache. Abigail posa sa main sur la sienne. Grace, sans un mot, posa sa tête contre son épaule. Puis elles murmurèrent en chœur. On est rentré, papa. On ne t'a jamais oublié. Benjamin ferma les yeux, envahi d'un calme profond. Il leur prit la main, les serra fort, et dit d'une voix brisée mais lumineuse. Maintenant je peux mourir en paix. Mais il ne mourut pas ce jour-là.
Il vécut encore assez longtemps pour les voir célébrés, reconnus, aimés. Et surtout, pour voir que son plus grand chef-d'œuvre n'avait jamais été son entreprise, mais les 2 étoiles qu'il avait adoptées quand personne ne les voyait. 3 mois après ce soir inoubliable à Los Angeles, Benjamin Whitmore s'éteignit paisiblement dans son sommeil, chez lui, dans son vieux fauteuil de cuir près de la bibliothèque. Il avait demandé à ne pas être hospitalisé. Il ne voulait ni machine, ni blouse blanche, ni couloir froid. Il voulait partir dans sa maison, celle qu'il avait transformée en foyer, celle où les rires de 2 fillettes résonnaient encore dans les murs. Sur sa table de chevet, on retrouva un carnet en braille, usé par les années. C'était le tout premier qu'il avait utilisé pour apprendre à communiquer avec Grace et Abigail. À l'intérieur, une page annotée de sa main tremblante. L'amour ne se voit pas. Il se reconnaît. Son enterrement fut sobre, sans faste, comme il l'avait souhaité. Aucune limousine noire, aucun parterre de dignitaires, aucun discours pompeux d'anciens partenaires d'affaires. Sur les premiers rangs, pas de politiciens, pas de magnats. Seulement 2 femmes en noir, silencieuses, dignes. Grace, tenant une rose blanche dans une main et la canne de son père dans l'autre. Abigail, lisant silencieusement un poème qu'elle n'avait jamais eu le courage de lui réciter de son vivant. Derrière elle, une centaine d'enfants non-voyants, venus des 4 coins du pays. Ils portaient tous des rubans blancs autour du poignet, symbole de lumière intérieure. Certains venaient en fauteuil roulant, d'autres guidés par des enseignants, certains avec des instruments de musique à la main. Car Benjamin n'avait pas quitté ce monde en laissant un empire économique. Il avait laissé un héritage vivant. Avant sa mort, Benjamin avait vendu tous ses biens matériels, actions, brevets, propriétés secondaires et créé une fondation indépendante et pérenne. The Whitmore Garden for the Blind. Érigé dans les collines de Napa Valley, le centre est un lieu unique au monde, pensé non pas pour compenser un handicap, mais pour valoriser un autre rapport au monde. Il comprend un conservatoire de musique sensorielle, avec des instruments adaptés au toucher. Une bibliothèque entièrement en braille et audio, incluant les œuvres d'Abigail. Un jardin tactile immense, inspiré de celui que Benjamin avait conçu dans sa propre maison, avec des parcours d'exploration, des senteurs rares, des sculptures à toucher. Des dortoirs chaleureux, aux draps colorés et aux murs couverts de reliefs. Et un auditorium circulaire, où chaque semaine des enfants montent sur scène, même sans jamais voir la lumière. Chaque soir, au crépuscule, 2 lanternes sont allumées à l'entrée principale du centre, quelle que soit la météo ou la saison. Elles ne portent pas de nom. Mais les enfants savent. Ils les appellent les étoiles du vieux Ben. On raconte que lorsqu'un nouvel enfant arrive au centre, perdu, fragile, tremblant, il est guidé en silence vers ses lanternes. On lui chuchote. Ici, on n'a pas besoin d'yeux pour être vu. Quelqu'un t'a déjà regardé avec le cœur. Et certains soirs, quand le vent souffle doucement à travers les pins du jardin, les employés entendent une musique au loin. Un air de piano. Et une voix qui lit. Il a donné un nom à notre silence. Et l'a fait fleurir. Au fil des années, les histoires se transmettent. Les enfants devenus adultes y ramènent leurs propres enfants. Certains deviennent musiciens. D'autres enseignants. D'autres poètes. Mais tous se souviennent de Benjamin Whitmore, l'homme qui a vu la lumière là où d'autres voyaient l'obscurité. Et les gens disent, parfois, en passant devant les lanternes. Quand on aime sans condition, même le silence devient lumière.